Bienvenue dans un point philosophie dans les médias. Par rapport aux autres points philomédias, ici, il ne s'agit pas d'exposer des philosophes, ni même de penser ce qui touche à la philosophie dans les médias, mais je vais penser l'utilisation d'un concept, celui de bienveillance. Je constate une utilisation et une vision de ce concept qui devient de plus en plus erronée. J'ai pris pour exemple la vidéo du Boozeux Magazine publiée le 18 juillet 2021. Les limites de la bienveillance. Science for All, LBM 108. Je vous mets le lien en description. J'organise mon propos en 3 points. Premier point, présentation et explicitation de ma démarche. Deuxième point, restitution rapide de la vidéo. Et troisième point, le concept de bienveillance et scepticisme. Premier point, présentation et explicitation de la démarche. Je me répète rapidement, il s'agit ici d'une réaction à la vidéo Les limites de la bienveillance, Science for All, LBM 108, publiée par le Boozeux Magazine le 18 juillet 2021. D'une durée de 14 minutes, je vous conseille de la regarder, même si ce n'est pas nécessaire à mon propos. C'est un billet d'humeur, une réaction par rapport à une vidéo pour provoquer l'intérêt sur le concept de bienveillance appliqué à la politique, notamment à l'idéologie dite d'extrême droite. Le Boozeux s'est appuyé sur 2 vidéos de la chaîne Science for All, chaîne de vulgarisation scientifique. La première, le succès de la bienveillance, publiée le 31 août 2020, et la seconde, complément sur la bienveillance de Picciolini, publié le 14 septembre 2020. Je vous mets les liens en description. La chaîne du Boozeux Magazine ne propose pas d'analyse philosophique. Il s'agit d'une chaîne avec des contenus politiques, qui propose des analyses de discours et de biais sociaux et politiques. L'orientation politique est à gauche, mais quelle que soit l'idée du spectateur, dans ces vidéos, il y a une démarche relativement formatrice et intéressante. Je ne prétends pas connaître la totalité du travail du Boozeux Magazine, mais c'est relativement qualitatif, du moins sur la quarantaine de vidéos que j'ai pu voir sur sa chaîne. L'aspect politique ne sera pas critiqué dans mon propos, ce n'est pas l'objet. Je souhaite montrer comment le concept de bienveillance est perçu et utilisé. Par curiosité, j'ai regardé les vidéos citées de Science for All, mais je ne les évoquerai pas ici, pour la seule raison que je souhaite insister sur le mésusage ou la méconnaissance du terme de bienveillance. Je ne m'intéresse qu'au concept. Il ne s'agit pas de polémiquer par rapport à la réception du Boozeux Magazine, puisque cette réception est présente aussi dans les vidéos de Science for All, et qu'il existe en réalité comme un effet boule de neige. C'est-à-dire que les spectateurs du Boozeux Magazine, qui n'auront pas forcément regardé les vidéos de Science for All, vont recevoir le concept de bienveillance comme il est perçu ou utilisé par le Boozeux Magazine, et sera en plus adapté par rapport à l'a priori que les individus eux-mêmes auront eu du terme, ou par rapport à l'usage commun dont il faut avoir conscience que ce n'est pas là le sens ou le concept originel. Cela peut paraître comme un détail, mais pas tant que ça, puisque au niveau littéraire, cela peut causer de grandes incompréhensions. Il s'agit aussi d'indiquer une méfiance que nous pourrions avoir face à l'usage qui ne définit pas toujours une langue. Dans cette réaction, je souhaite également réagir par rapport à l'apostrophe du Boozeux Magazine, faite aux sceptiques. Deuxième point, restitution rapide de la vidéo. Le Boozeux Magazine introduit sa vidéo par l'intention qu'il a eue de vouloir illustrer les œillères que peuvent avoir les sceptiques vis-à-vis de la bienveillance appliquée en politique face à l'extrême droite. C'est après 2 minutes que nous avons une première définition de la bienveillance comme simple méthode d'écoute. Cela poserait de fait un problème dans le cas des personnes d'extrême droite. Je m'autorise ici à préciser qu'au niveau de l'argumentation, il y a un appel à considérer la moralité des individus. En substance, il y aurait donc des idéologies avec lesquelles nous ne pouvons pas discuter, qu'il faut donc combattre. Le Boozeux explique, avec justesse, que cette méthode d'écoute n'est présentée par Science for All que par le prisme de ses avantages. Et il y a ensuite l'utilisation d'extraits des vidéos de la chaîne Science for All, dont un extrait qui reprend une partie du discours de Christian Picciolini, qui confesse être un ex-militant d'extrême droite ayant eu des comportements racistes et intolérants. Juste après, il y a l'intervention de l'auteur de la chaîne Science for All qui explique que nous ne serions pas immédiatement sensibles à l'agressivité de nos propres propos. Pour le Boozeux Magazine, c'est un aveu d'ignorance de la mentalité de l'extrême droite et des néo-nazis. En effet, la violence serait consciente, puisque quand on frappe, on sait qu'on fait mal.
Le problème est que les militants d'extrême droite justifient leur comportement et se croient dans le camp du bien. Par exemple, le néo-nazi justifierait son antisémitisme par la croyance en un complot juif mondial contre la race blanche et la chrétienté. Ainsi, le bouseux affirme, avec raison, que la violence n'est donc pas aveugle et que si c'est vraiment le cas, l'extrême droite est en situation de légitime défense. C'est la rhétorique du « eux » ou « nous ». Si nous ignorons ce mode de fonctionnement, on ne pourrait pas s'adresser efficacement à ces individus. Christian Picciolini le saurait puisqu'il était dans cet univers mental, dans cette idéologie. À partir de 6 minutes 11, le bouseux indique que le problème est que Picciolini est mis en avant face à des personnes qui n'ont pas quitté l'univers mental. Picciolini a pour démarche, approuvée par Science for All, d'accueillir et d'écouter les extrémistes. Ce serait une première étape pour convaincre et résoudre des problèmes. Selon le Bouseux Magazine, un ex-néo-nazi connaît les mensonges, les a priori, etc. Et quand on s'en rend compte, on ne peut pas redevenir néo-nazi. Sauf que ce sont des conseils donnés à des personnes qui n'ont pas forcément cette culture ou des personnes qui peuvent se radicaliser. La méthode serait donc d'écouter les arguments néo-nazis. Le fait est que ces idées ne viennent pas de nulle part. Si des gens les pensent, c'est qu'ils y ont été exposés. Je souhaite ici préciser que l'argumentation n'est pas assez rigoureuse, puisque le bouseux n'a pas pensé au problème de la régression à l'infini. Si un gars pense néo-nazi parce qu'un néo-nazi l'a influencé, comment le néo-nazi pense son idéologie ? Cela n'a pas de fin, et on peut possiblement penser que la réponse du néo-nazi sera « principe de réalité, regardez ce qu'il se passe ». Un peu comme Zemmour qui pense le grand remplacement en disant qu'il suffit de sortir dehors dans certains quartiers pour ne plus se sentir en France. Mais sinon, là, vous voyez, il n'y a plus une boutique de l'époque. Celle-là, c'est impressionnant. Là, donc vous voyez, vous allez qu'à voir la rue, hein, les vêtements, les femmes, les boutiques, on voit bien. Les bâtiments sont les mêmes. Mais c'est plus la même population. Quand on dit, je vous dis, le grand remplacement, on le voit là. À 7 minutes 54, le bouseux apostrophe les sceptiques, mais sans en nommer. Il explique que chez les sceptiques, on sait que répondre aux théories complotistes est un facteur qui favorise l'adhésion aux théories, même si elles sont débunkées, anglicisme de démystifier. Stratégiquement, on ne cherche pas à répondre aux théories trop marginales pour éviter de les exposer. Ici, les sceptiques ne sont pas nommés par le vidéaste, mais sur YouTube, je connais surtout la chaîne La Tronche en Biais, qui répond très régulièrement aux pensées marginales dites complotistes et sectaires. Je pense que c'est à cela que fait référence le bouseux qui a fait une vidéo sur Asserment Dax, vidéaste de La Tronche en Biais. Évidemment, c'est loin de représenter le scepticisme, ou plutôt la zététique, à ne pas confondre, et qui est bien plus diversifié. Le bouseux use donc de questions rhétoriques adressées aux sceptiques. Donneriez-vous ces conseils vis-à-vis du complotisme et des dérives sectaires ? Oseriez-vous dire aux gens « Allez parler aux complotistes, allez parler aux membres des sectes ?» C'est évident pour le bouseux que non. Il faut des contre-discours. À 8 minutes 45, il y a un deuxième qualificatif donné à la bienveillance. Elle serait un outil permettant des remises en question. Pour le bouseux, il y aurait un prix à payer plus lourd que le bénéfice voulu. Il y a ensuite un autre extrait vidéo de Picciolini qui explique que la plupart des extrémistes le sont parce qu'ils veulent appartenir à un groupe. Ce n'est pas que par adhésion idéologique. L'extrémisme est présenté comme une crise identitaire ou un appel à l'aide. Selon Science for All, la déconversion se passe par la réponse aux besoins individuels. À 9 minutes 30, le bouseux adhère à l'idée. Cela peut être efficace. À 10 minutes 16, il y a un nouvel extrait de Picciolini qui pense qu'il faut rendre les gens résilients, confiants et capables d'acquérir des compétences professionnelles pour ne blâmer personne. Le bouseux réagit avec justesse lorsqu'il dit que la pensée en question reste une pensée extrémiste. Le vidéaste prend l'exemple de l'extrémiste qui pense que le chômage est causé par l'immigration. Même si on le convainc du contraire et qu'on lui trouve un travail, le problème structurel du chômage est toujours présent. La xénophobie est substituée par la responsabilité individuelle. Le chômage, on ne le répète pas assez, ce n'est pas la faute des chômeurs. Vers 11 minutes 39, le bouseux conclut sa vidéo en disant qu'il y aurait un problème moral à mettre en avant un ex-néo-nazi coupable de violence et complice indirect de crimes. On pourrait mettre en avant les cibles de ces discours haineux. Le vidéaste constate alors la tendance chez les sceptiques à un dogme de la bienveillance forcément bénéfique,
qui pousse à voir les bons côtés de la démarche sans interroger les limites et les inconvénients. Il y a l'idée que la bienveillance, c'est être sympa. Avec certains extrémistes, cela ne vaudrait pas le coup. Faire cela, ce serait autant approcher l'extrême droite que la rapprocher de nous, en plus de lui donner des moyens de nous convaincre, ou des moyens de convaincre d'autres personnes. Troisième partie, le concept de bienveillance et scepticisme. Qu'est-ce qu'un concept ? C'est un outil intellectuel de travail. Cela peut servir des analyses dans divers domaines. Sciences sociales, politiques, physique, astronomie, philosophie, etc. De manière commune, cela sert à l'action des individus ou à la réalisation de projets. Attention, un concept n'est pas une finalité. En tant qu'outil, le concept peut être inadéquat et ne peut pas couvrir l'exhaustivité des sujets, des causes et des effets. Par exemple, toute lutte politique n'est pas que l'opposition de la gauche et de la droite. Concepts qui servent de clé de lecture de la société et de l'action politique. Ce ne sont pas des essences, des choses qui sont ainsi par nature. Nous ne sommes pas de droite ou de gauche par nature, tout comme nous ne sommes pas bienveillants et sceptiques par nature. Comment penser et définir un concept ? Eh bien, il s'agit de penser 3 questions. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il faut définir, caractériser et déterminer un sens. Le problème d'une vidéo comme celle du Bouzeux Magazine, qui tourne autour du concept de bienveillance, ayant le terme même dans le titre, c'est qu'il y a le sous-entendu de ce que serait la bienveillance sans qu'elle soit définie avec précision. Si on s'en tient au contenu de cette vidéo, la bienveillance, c'est écouter des gens pour permettre une remise en question des individus de manière risquée pour la raison ou l'objectif de cette écoute. Le tout en étant sympa. Oui mais non. Enfin, non tout court. C'est au mieux inexact. Si nous prenons la formation du concept de bienveillance, nous pouvons l'expliciter rapidement. Nul besoin de développer pour avoir une première appréhension. En premier lieu, il faut distinguer la bienveillance de la sympathie ou de l'empathie. Il y a donc la possibilité d'être bienveillant sans être gentil. Ce n'est pas un état, ni une finalité. Le concept n'a rien de récent et est associé à tort à de la morale. Il y a un rapprochement du radical bien avec la gentillesse, ou ce qui est bon, alors que traditionnellement, le bien c'est d'abord ce qui est juste. La justice n'a pas à voir avec la gentillesse. Rendre service c'est gentil, mais héberger un ami criminel n'est pas forcément juste. La justesse, c'est penser la légitimité et la raison d'une action. La bienveillance, pour cela, je me réfère à Mario Meunier dans Femme pythagoricienne, fragments et lettres, édition L'Artisan du livre de 1932, page 80 à 82, c'est accompagner chaque action de la conscience du bien fondé de l'action. La bienveillance, c'est d'abord et surtout un outil pédagogique. Cela n'a rien d'inné d'éduquer un enfant à ne pas tuer. Si on le fait, on donne la conscience que tuer est quelque chose de problématique, tant pour autrui que pour soi-même. Il y a une démarche première d'accueil de la frustration, ce que le Bouzeux Magazine appelle dans sa vidéo l'écoute. Après les pythagoriciens, mais toujours dans l'Antiquité, l'une des phrases phares de la bienveillance et l'une des premières clés de l'éducation, c'est « nul ne commet le mal volontairement », attribué à Socrate par Platon. L'éducation, c'est faire acquérir un esprit critique et des connaissances morales et éthiques. Il faut de la connaissance. Si on fait le mal, donc pour Platon, l'injuste, c'est par ignorance. L'allégorie de la caverne, située dans la République au livre 7, est l'application de la bienveillance. C'est un acte pédagogique. Je vous mets un lien vers l'une de mes vidéos. C'est violent et ça n'a rien de gentil, ni même de volontaire. Et pourtant, il y a l'écoute, l'accueil de ce qui est obscur, pour ensuite faire acquérir un esprit vif souhaitant connaître, découvrir, acquérir le vrai et la justice, du moins sans rapprocher. L'allégorie de la caverne est limitée chez Platon. On ne sait pas ce qu'implique l'idée du juste, comment les individus en sont certains, comment ont fait les premiers philosophes, les premiers éducateurs, etc. La philosophie est éducation, et elle se sert de la bienveillance. C'est pour cela que l'on parle de méthode, et c'est en partie pour ces dernières remarques que le scepticisme fut présent dans la Nouvelle Académie. Pour plus de précision, je vous mets une vidéo en description. Pour faire simple et rapide, le sceptique ne sait pas. Il est, au sens strict du terme, agnostique. Il ne peut rien affirmer quant à la nature des choses. C'est une vision philosophique forte et difficile à assumer. Lorsque l'on nomme des sceptiques sans les nommer,
C'est problématique, parce que même au niveau politique, les vidéastes supposément visés comme la tronche en biais ne sont pas sceptiques. Ce sont des zététiciens. La zététique est à la fois, si on la prend comme un nom, un positionnement signifiant que l'on ne peut pas atteindre une connaissance, qu'il y a une recherche permanente et qui ne cesse pas, et, en tant qu'objectif, elle est aussi une démarche de chercheur. Une méthode qui se rapproche de la bienveillance dont nous avons parlé. Je vais conclure avec le sens de l'utilisation de la bienveillance par les zététiciens, dont font partie les vidéastes comme la tronche en biais. Il s'agit d'un accompagnement du public avec une méthode qui est régulièrement redéfinie ou reprécisée, qui consiste originellement non pas à démystifier, mais à permettre une remise en cause du propos sectaire, complotiste ou extrémiste. Bien évidemment que c'est risqué, on peut toujours glisser et retomber dans la caverne. L'objectif n'est pas de convertir, mais de faire acquérir un esprit permettant, à plus ou moins long terme, de questionner les thèses et les méthodes. Cela passe par la bienveillance, parce que chaque positionnement demande une injonction à la légitimité. Au niveau politique, c'est compliqué. En quoi dire des thèses d'extrême droite est moins légitime que dire des thèses de gauche? Si on prend position, on se place soit d'un côté, soit de l'autre. Et il y a de nouveau la mise en place d'un « eux » contre nous. La bienveillance peut être efficace, en ce sens qu'il n'y a pas un appel à la moralité dont chaque pensée peut être remise en question, et qu'il y a un accompagnement. Si un individu a tort, on ne va pas lui dire « chute t'es bête ». C'est malheureusement la direction prise dernièrement par la tronche en biais. Je vous mets un lien. Mais on va lui demander pourquoi il pense ce qu'il pense. Et c'est tout le sens de la démarche de Picciolini. Que l'on soit d'accord ou pas avec la finalité ou le positionnement politique, c'est un autre sujet. La bienveillance permet une confrontation sans opposition indépassable. Et c'est un pas vers le faire société. Parce que nous avons à composer avec des personnes qui sont et qui pensent autrement, sans que ce soit moins légitime que ce que nous sommes et que ce que nous pensons. Et si c'est vraiment problématique, expliquez-moi en quoi les autres positionnements sont moins légitimes. Je suis sceptique, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui serait le mieux. J'ai une pensée, j'ai une idéologie. J'agis même en fonction de celle-ci. Mais je ne peux pas me permettre de dire qu'une position autre soit inconvenue. Si cela se trouve, j'ai tort. Bon, si cela se trouve, nous avons tous tort. Nous ne savons pas. La position du Bouzeux Magazine semble un peu présomptueuse. Même si nous pouvons être d'accord. C'est toute la différence entre la philosophie, qui pense le concept, et la politique, qui milite. Merci d'avoir été à l'écoute, et à bientôt.